Bienvenue, on plonge aujourd'hui sur une date précise, le 18 juillet 1925. C'est le jour où sort le premier tome d'un livre qui va marquer tragiquement le XXe siècle, Mein Kampf. On va regarder ensemble comment il a été écrit, ce qu'il y a dedans, idéologiquement parlant, et puis son parcours éditorial qui est assez mouvementé. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment ce texte, rédigé en prison, peu diffusé au départ, a pu devenir un pilier de la propagande nazie. Un manifeste, en fait, qui annonçait la catastrophe. Alors justement, la naissance de ce texte, Hitler l'écrit entre 1924 et 1925, c'est ça? Pendant qu'il est en prison à Landsberg? Exactement, 9 mois. C'était juste après l'échec du putsch de la brasserie à Munich. Et pourquoi il écrit à ce moment-là? Il y a plusieurs raisons, j'imagine. Oui, on pense qu'il y a un mélange. D'abord, un règlement de compte personnel, ils se sont trahis. Ensuite, besoin d'argent aussi, il avait des dettes d'avocat. Ah oui. Et surtout, l'ambition politique. S'imposer comme l'idéologue du mouvement nationaliste. Le titre original était assez compliqué, non? Ah oui, très lourd. 4 ans et demi de lutte contre les mensonges, la stupidité et la couardise. C'est son éditeur, Max Amann, qui a eu l'idée de Mein Kampf, Mon combat, bien plus efficace. Et la rédaction elle-même, c'était comment? Plutôt chaotique, j'ai lu? Oui, assez désordonné. Apparemment, il dictait pas mal, à Rudolf Hess notamment. Parfois, il tapait lui-même. Le style est souvent décrit comme médiocre. Un vrai fatras. Un fatras, oui. Certains disent même qu'il aurait été un peu remanié par des proches, comme le père Stempfle. C'est une hypothèse, oui, pour améliorer un peu la forme. Mais ce style, justement jugé mauvais, a peut-être contribué à sous-estimer le danger au début. C'est paradoxal, ça. Tout à fait. Parce que sur le fond, tout y est déjà, ou presque. C'est un mélange étrange d'autobiographie, d'histoire du parti nazi, le NSDAP, et puis surtout l'exposition de sa conception du monde, la fameuse Weltanschauung national-socialiste. Une conception marquée par la haine, on peut le dire, hein. Ah oui, clairement. Le racisme, l'antisémitisme obsessionnel, c'est vraiment le cœur du réacteur idéologique. Le bellicisme, l'ultranationalisme, la haine du traité de Versailles, tout ça est là. Et en termes de programme politique concret, qu'est-ce qu'il annonce dans le livre? C'est très explicite. Il parle d'annexer l'Autriche, les territoires germanophones, le pangermanisme. Il théorise la conquête d'un espace vital, le Lebensraum, à l'Est. C'est là qu'on trouve cette phrase terrible sur l'épée qui remplace la charrue. Exactement. La charrue fera alors place à l'épée. Il annonce aussi le réarmement et désigne la France comme l'ennemi mortel. Il faut l'abattre, dit-il. Il y a aussi toute la théorie raciale, la supériorité aryenne. Oui, les Aryens comme Prométhée de l'humanité, le danger du métissage, la justification de l'élimination des peuples dits inférieurs, juifs et tziganes en tête. Et l'eugénisme est prôné ouvertement. Tout à fait. Il faut anéantir les rejetons non améliorables, écrit-il. C'est glaçant. Sur les gaz, il n'y a pas la mention des chambres à gaz telles qu'on les connaîtra, mais une allusion à l'utilisation des gaz de combat contre les juifs. C'est incroyable de voir tout ça écrit si tôt. Et pourtant, le succès n'est pas immédiat. Non, pas du tout. Le tome 1 sort donc en juillet 1925, le tome 2 en décembre 26. Le livre coûte cher, 12 Reichsmarks, c'est pas rien. Jusqu'en 1929, les ventes sont faibles. On parle de 23 000 exemplaires pour le tome 1, 13 000 pour le tome 2. C'est peu. Et puis ça change radicalement. Voilà. Après 1930, avec les succès électoraux nazis, et surtout après 1933, quand Hitler prend le pouvoir, là c'est l'explosion. Presque 900 000 exemplaires vendus rien qu'en 1933. La propagande s'en mêle. Il devient même cadeau de mariage officiel en 1936. Oui. On estime qu'il y a eu environ 10 millions d'exemplaires en allemand jusqu'en 1945. Ça touchait quasiment un foyer sur deux. Et ça a rapporté énormément d'argent à Hitler d'ailleurs. Mais malgré sa diffusion massive, beaucoup n'y croient pas vraiment. C'est ça le paradoxe. Beaucoup, même en Allemagne, ont pensé que c'était de la rhétorique trop extrême pour être appliquée. Pourtant, des voix lucides existaient. Le futur Pie XII, alors non sans Bavière, disait dès 1929 que ce livre était à faire dresser les cheveux sur la tête. Et en France, il y a eu toute une histoire autour de la traduction. Oui, une vraie bataille. Dès 1933 à 1934, certains veulent publier une traduction intégrale, sans coupe, pour alerter l'opinion. Justement parce qu'Hitler, lui, préférait des versions expurgées pour l'étranger, pour ne pas trop effrayer. C'est là qu'interviennent les nouvelles éditions latines de Fernand Sorlot. Exactement. En 1934, Sorlot publie une traduction non autorisée, faite par André Calmetz, avec un soutien discret de la LICA, la Ligue contre l'antisémitisme. Et sur la couverture, cette phrase choc, attribuée à Lyautey.
Tout Français doit lire ce livre. Hitler n'a pas dû apprécier. Pas du tout. Il était furieux. Il a intenté un procès pour contrefaçon. Il a gagné, symboliquement, sur le droit d'auteur, mais le but d'alerter l'opinion était en partie atteint. Et plus tard, il y a eu une version autorisée. Oui, en 1938, chez Fayard. Mais celle-là, elle était conforme aux souhaits d'Hitler. Expurgée, adoucie, surtout sur les passages anti-français. Finalement, l'histoire de ce livre, ça pose beaucoup de questions sur notre capacité à voir le danger quand il est écrit noir sur blanc, non? Absolument. Ça interroge sur comment les sociétés identifient ou pas les idéologies dangereuses. Ça montre la puissance de la propagande et puis l'importance cruciale d'avoir accès à l'information. La vraie, pas la version édulcorée. C'est vrai que passer d'un texte confus, écrit en prison, à ce best-seller mondial, symbole de haine, annonciateur de génocide, le parcours de Mein Kampf est vraiment lié à la tragédie du XXe siècle. Complètement. Et ça nous laisse avec une dernière question, peut-être. Aujourd'hui, le texte est dans le domaine public, il circule beaucoup sur Internet. Comment on analyse cette espèce de fascination ou de curiosité morbide qui peut encore exister? Et surtout, quelles leçons on tire de cette difficulté historique à prendre au sérieux la parole extrémiste, même quand elle annonce le pire?